Hello tout le monde! Allô Thierry! Salut Patricia, Ça va? ça va bien et toi? Oui! En attendant que les gens arrivent, je fais tout le temps un petit peu de storytelling au début de mes lives. Juste vous dire, je viens de sortir d'une grosse semaine très, très stressante au niveau de la santé de ma fille qui a eu une chirurgie hier. Elle s'est fait enlever les amygdales, s'est fait poser des tubes, s'est fait enlever les adénoïdes, des chirurgies assez de base. Mais quand c'est ta fille, quand c'est ton enfant qui vit ça, peux-tu te dire que c'est stressant fois 1 million? Mais c'est fait, ça s'est bien passé, donc je suis calme aujourd'hui. Thierry, tu es ma seule obligation professionnelle. Donc après, je commence mon week-end, mais je suis vraiment contente de terminer ma semaine avec toi. Merci beaucoup d'être là. Ah, ça fait plaisir, puis oui, moi aussi. Ça fait vraiment un grand plaisir d'être là sur le plateau. Super! Puis on s'est vu cet été, on s'est croisés dans un événement de Alias Entrepreneur, mais on s'est parlé peut-être 5 minutes, on se connaît pas beaucoup, fait que ça va être aussi une occasion pour moi d'apprendre à te connaître, fait que je suis très, très contente. Donc, justement, on va aller vraiment tout de suite dans le vif du sujet. Je demande tout le temps cette question un peu large, un peu vaste à mes invités, mais il manque jamais de savoir quoi répondre. Qui es-tu, Thierry Lorfils? Que fais-tu? D'où viens-tu? Parfait, donc moi, mon nom c'est Thierry Lorfils, je suis consultant en marketing pour les commerces en ligne. Donc, en gros, moi, j'ai lancé l'Orfis Marketing, qui est un peu mon agence, justement, où j'accompagne les e-commerçants, justement, dans leur croissance, en mélangeant autant la stratégie marketing et en conciliant le tout avec le storytelling. Mhm. Excellent. Pourquoi tu as choisi le storytelling, justement? C'est parce que c'est vraiment ton cheval de bataille principal. Pourquoi? En gros, ça remonterait plus à quand j'ai commencé sur le marché du travail. En OK. gros, moi, je suis sorti de mon... Bon, je suis encore à l'université présentement, là, je suis en train de finir ma Oui, c'est maîtrise ça. Tu fais une maîtrise en commerce en, électronique. en commerce électronique. En 2010, j'ai fini mon bac en marketing à HEC. Puis quand j'ai commencé sur le marché du travail, ben, tu sais, j'avais des connaissances théoriques sur le marketing parce que, bon, j'écoutais des vidéos genre Olivier Lambert, David Grégoire. Par contre, j'avais jamais eu la chance d'appliquer ça. Mhm. Donc, autant vous dire, là, mes samedis, dimanches, je me rappelle quand j'ai commencé sur le marché du travail, je travaillais mon 40 heures. Le samedi, parfois, j'allais à la bibliothèque pour essayer d'apprendre parce que je me dis, ben, je n'ai pas envie de me faire virer. Là. En soi, je me dis, c'est ma première job. Donc, si j'ai appliqué tous les bons conseils, tous les mauvais conseils aussi en marketing, en entreprise. Ouais. Et à un certain point, je me suis rendu compte, donc, je travaillais dans une entreprise qui était centenaire, qui avait toute une histoire. Mm. Quand j'ai commencé à intégrer le storytelling, c'est là que j'étais plus seulement la marque qui poussait un message de achète maintenant, mais là, les gens voulaient te voir gagner. Au contraire, là, les gens, ils étaient vraiment intéressés à toi. Donc, c'est là que j'ai commencé petit à petit à faire des formations à gauche, à droite sur le storytelling. Donc, tu sais, j'ai commencé à intégrer ça dans mes communications LinkedIn. Je commençais à voir ça aussi avec des clients petit à petit. Et là, j'ai remarqué un truc, c'est que le storytelling, c'est quelque chose qui est accessible à tous. C'est pas Mm. comme, mettons, la vidéo qui demande, dans certains cas, d'avoir de l'équipement. Au contraire, tout le monde a une histoire. Tellement. Ben Et quand oui. on regarde les marques, mettons, je pense à Respire de Justin Hutto, je pense à Midway Square, qui est une marque montréalaise qui a des carrés de chocolat. C'est toutes des marques qui ont réussi à percer dans des grandes industries qui étaient ultra compétitives avec le storytelling. C'est pour ça que moi, je me suis Mm. dit, OK, on est dans une économie de PME au Québec. Tout le monde a une histoire. Où Tellement. j'ai vu qu'en entreprise, j'ai été, à la base, je suis plus un généraliste, donc autant le SEO, publicité, ça, je suis capable de le faire, mais par contre, je me dis, si je suis capable de prendre l'histoire de l'entrepreneur ou l'entrepreneuse, la mettre au service maintenant de la stratégie marketing, c'est là, je pense qu'on peut vraiment créer des avantages concurrentiels qui vont être massifs. Donc, c'est pour ça que moi, je me suis dit, plutôt que d'être dans le marketing de performance, je vais aller avec le storytelling, donc aider les gens à définir leur histoire et leur stratégie marketing, puis ensuite, la performance viendra Mhm. par la suite. Oui. Hey, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai que c'est accessible à tout le monde. Ça, j'y avais jamais pensé à cet aspect-là. Ceux qui sont là avec nous en live, je n'ai surtout pas pour poser des questions à Thierry. Et même après le live, ou en fait, si vous l'écoutez en rediffusion,
Vous pouvez poser des questions ou juste nous saluer, juste nous faire un petit coucou, qu'on sache que vous étiez là à notre écoute. Je trouve ça intéressant aussi parce que dans ton approche, tu fais aussi une différence entre l'aspect plus technique, les chiffres, les métriques, les statistiques. C'est clair que tu as joué là-dedans à un certain moment avec le SEO, la pub et tout ça. C'est quoi le parallèle que tu fais justement? C'est intéressant comment tu vois ça avec le storytelling qui est du contenu finalement. Comment je le vois, mettons, si je prends, mettons, là, je vais prendre le marketing en 2016-2017. Là, c'est sûr que moi, je n'étais pas dans l'industrie. Là, j'étais encore à l'université, donc j'étais plus observateur. Donc, j'écoutais des podcasts, des choses comme ça. Mais le discours, c'était vraiment OK, tu fais de l'acquisition à tant de dollars, tu vas faire tel retour sur investissement. Puis, le discours marketing autour de la marque, on n'entendait pas tant que ça. À part les plus grandes compagnies, mais c'était vraiment plus, prends une image, tu fais ça simple, tu mets ça en publicité Facebook. C'était tellement pas cher, c'était rapide que tu pouvais vraiment avoir un discours qui était très analytique, te dire, regarde, j'ai un tel coût d'acquisition, voici mon retour sur investissement. Là, maintenant, on est dans un monde qui est beaucoup plus compétitif avec la pandémie. Je pense à maintenant avec l'arrivée de TikTok où là, tout le monde peut créer du contenu facilement, plus facile. Donc, pour que les gens vraiment s'intéressent à toi, il faut que tu aies une marque. Et c'est là, je pense qu'avec justement l'aspect storytelling, c'est un truc que tu peux calculer. C'est sûr que quand on parle, même si je parle maintenant de tout ce qui est réseaux sociaux organiques, calculer le retour sur investissement est plus difficile que la pub payante. Par contre, quand les gens, justement, ils ont un intérêt envers ta marque, c'est sûr que c'est dans ton taux de conversion. Admettons, quand les gens viennent sur ton site, ils aiment ta marque, ils sont plus enclins à acheter, ils sont plus enclins à te recommander parce que là, c'est pas juste OK, j'ai vu ton message 7 fois apparaître sur mon fil d'actualité, puis j'ai acheté, mais c'est au contraire. Il y a un sentiment d'appartenance que j'ai créé. Ça, c'est quelque chose que le storytelling peut faire, mais que juste être purement dans les chiffres, c'est pas. Il faut savoir concilier les deux, en fait. Absolument. Puis, tu sais, aussi, c'est qu'à un moment donné, tu sais, moi, quand j'ai décidé justement de mettre plus de l'avant, puis ça, on en parlera aussi, là, c'est qui le héros de l'histoire, hein, parce qu'il faut faire attention à ça. Il y a des erreurs qu'on fait souvent au début quand on fait du storytelling. On en parlera. Mais c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, comment je peux me distinguer des autres? Parce que je crée des sites WordPress, puis je fais du SEO. Je pense que je pourrais te nommer 40 agences qui font ça, juste en Montérégie. Là. Moi, je suis à la Rive-Sud de Montréal, là, juste comme dans les alentours. Là. Donc, comment je peux me distinguer? Finalement, c'est ma personnalité, c'est mes valeurs, c'est comment je décide de faire mon travail. C'est la seule chose, en fait, qui est différente, ou à peu près. Là, c'est sûr, dans mon approche, j'ai des différences, mais c'est ça, finalement. Hein? C'est exactement ça. Et ça, c'est vraiment notre plus grand avantage. Et c'est ce qu'il y a de plus simple en soi. C'est de dire, là, tu as ton histoire. Te mettre... Je pense que c'est ça la difficulté qu'on a, c'est vraiment le fait de se mettre de l'avant. Mais une fois qu'on brise ce mur ou ce plafond, c'est là vraiment que les gens qui t'aiment, ils vont venir vers toi versus ceux qui, admettons, disent « OK, on n'est pas fait pour travailler ensemble », c'est correct aussi comme ça. Puis ça me fait penser, moi, récemment, j'ai pris un coaching YouTube pour commencer à apprendre YouTube. Puis lui, il met beaucoup l'accent sur le storytelling. Puis il dit qu'il y a deux types de créateurs de contenu. Il dit il y a les créateurs de personnalité et tu as les créateurs d'idées. Donc, tu as ceux qui font juste montrer des idées. Puis c'est sûr que si tu mets des bonnes idées, c'est bien, mais tout le monde peut dire OK, voici les meilleurs trucs en SEO. Par contre, si tu es capable aussi d'aller construire ta personnalité, montrer de l'histoire et comment justement toi, par ton histoire, tu es capable d'aider ces personnes-là, tu n'es pas juste la personne qui dit OK, voici les bonnes pratiques en SEO, mais c'est aussi j'aime ta personnalité, j'ai envie de te suivre. C'est là qu'on peut créer ce sentiment d'appartenance. Donc, comme tu le fais, effectivement, c'est super. Mais tellement, tu sais, moi, un des arguments aussi, je me disais, je veux que les gens sachent je suis qui avant d'acheter une de mes formations qui est à peu près pour 20 heures de vidéos dedans. Découpées en plein de petites vidéos. Mais je me disais, tu sais, si tu m'aimes pas la face, puis que tu n'aimes pas ma voix, que tu n'aimes pas comment je m'exprime, tu vas trouver le temps long, là, avec 20 heures de ma face, puis ma face n'est pas toujours là, mais ma voix est toujours là. Fait que je préfère que la personne apprenne à me connaître avant, que vraiment elle dise, OK, oui, j'ai envie, tu sais, je lui donne mon vote à cette fille-là, je lui donne mon argent,
et qu'ils sachent à quoi ils vont s'attendre, puis c'est quoi mon approche, comment je vois les choses. C'est super important parce que je voudrais pas qu'après la personne soit regrette son achat puis devienne un mauvais ambassadeur finalement de ma marque à moi. Parce que ça aussi, t'en parles beaucoup. Je vais juste dire bonjour à Manon qui est là avec nous. Bonjour Manon. Bonjour Manon qui dit bonsoir. Donc j'imagine que Manon, tu es en Europe. Donc c'est le soir pour toi. Mais ça, justement, les ambassadeurs, t'en parles aussi, hein, que nos clients deviennent en fait nos ambassadeurs. C'est super important. Ouais, et ça, moi, pour tout ce qui est les ambassadeurs de marque, moi, je vois plus ça avec le marketing par courriel aussi. Moi, de mon côté, c'est. Parce que c'est que moi, en ce moment aussi, j'enseigne le marketing par courriel. Donc, le storytelling, c'est le cheval de bataille, mais à la base, comme je suis plus généraliste et que là, j'enseigne aussi l'email marketing, mais là, je me suis dit, on focalise beaucoup plus sur l'acquisition. Mais par contre, pour créer une relation, marketing par courriel. Donc, si admettons, tu es capable de continuer de raconter ton histoire, autant, oui, c'est sûr que les gens aussi qui aiment recevoir des rabais, on ne se le cache pas. Oui, oui. Toujours, on ne dit pas non. On ne dit pas non à des rabais, mais si on est aussi capable de, par le fait même, aider la personne, continuer cette relation-là, ben, c'est là qu'on peut transformer les gens en ambassadeurs. Oui, absolument. Puis il n'y a pas meilleur porte-parole finalement que nos clients. C'est quoi l'erreur que les gens font le plus quand ils commencent en storytelling? Qu'est-ce que tu as remarqué? Il y a ceux qui... OK, il y a l'erreur classique que là, on entend souvent, c'est juste ne pas définir son client idéal. Déjà, ça, c'est trop classique, mais trop souvent... Mettons, maintenant, ça fait comme 2 ans que j'enseigne le marketing par courriel, puis autant dans mon cours, je dis tout le temps, qui connaît le persona, tout le monde dit oui. Qui l'a fait? Quand tu creuses. Quand tu creuses, non. Et ce qui est drôle, c'est que les petites compagnies, que soit les solopreneurs, infopreneurs, il y en a qui ne prennent pas le temps, mais même dans les plus grandes compagnies, celles qui ont des millions en cash, en budget, tu te demandes c'est qui ton persona, c'est pas fait. Donc déjà là, tu ne connais pas ton persona, pour raconter ton histoire, ça va être un peu plus compliqué. Oui. Parle-nous un peu du personnage, justement. Comment qu'on fait ça, justement, se créer un personnage? Comment tu fonctionnes? Moi, comment je fonctionne? Moi, je fais ça en atelier, mais c'est sûr que dans l'idéal, dans un monde idéal, ce que je vous dirais, c'est aller questionner vos clients, aller les questionner directement. La réalité, c'est que c'est pas toujours, en tout cas, en fonction du produit que vous vendez, c'est pas toujours aussi simple que ça. Puis, admettons, quand on commence, dans certains cas, on peut aller avec des hypothèses. Moi, les trucs que j'aime bien faire, mettons avec certains clients ou certaines clientes, si tu n'as pas la chance de te questionner directement, va dans les groupes Facebook. Je donne un exemple. J'ai des clients qui sont dans tout ce qui est la mode féminine, donc vêtements pour femmes. Puis là, moi, je pose des questions justement à savoir, c'est qui ton client, donc à savoir les informations de base sur les informations démographiques, mais surtout à savoir c'est quoi le problème que ta cliente vit au quotidien, pourquoi justement elle choisit tes vêtements plutôt qu'une autre marque. Puis elle m'a dit, ouais, mais tu sais, il y a certains groupes Facebook, là, elle m'a listé des groupes Facebook, elle m'a dit, ben, c'est là que tu peux voir vraiment c'est quoi les problèmes. Donc elle dit, va t'inscrire dans ces groupes-là, va voir tout ça. Puis là, je dis, OK, je vais faire le test. Donc je me suis allé dans des groupes Facebook et j'ai regardé justement c'est quoi les problèmes qui venaient de façon plus récurrente. Donc, de cette façon-là, moi, je n'ai pas justement eu à questionner directement les clientes. Là, je peux aller, bonjour, peux-tu m'expliquer ce que tu es? Mais par contre, je les voyais qu'ils aient écrit mot pour mot. Ben oui. Ça, c'est une méthode un peu plus guérilla, si je peux dire, marketing de guérilla. Donc, mais qui permet justement d'aller comprendre les problèmes de tes clients pour vraiment renseigner ton personnel et le rendre beaucoup plus riche. Totalement. Tu as tellement raison. Au début de la semaine, je donne un cours à l'UQAM, je recevais Francesca Dion, qui est de l'agence FDM, puis elle disait que quand elle a commencé en marketing, elle avait beaucoup de les marques qu'elle avait, c'était genre L'Oréal ou des produits de beauté féminins. Fait qu'elle allait dans les pharmacies, puis elle observait les femmes qui prenaient les boîtes. Où est-ce que les boîtes étaient situées, les boîtes de coloration pour cheveux? Elle allait interroger la cosméticienne en disant « Oh, qu'est-ce que vous me recommandez? » Puis elle posait des questions, puis elle dit « J'étais pratiquement folle parce que je faisais juste... J'étais tellement curieuse, puis je voulais tout savoir. Puis la curiosité, c'est tellement important en marketing, dans beaucoup de sphères, mais en marketing, beaucoup, parce que si t'es pas curieux de savoir comment ton persona évolue, parce qu'il évolue aussi, hein? Il reste pas statique. Puis aussi, moi, je me dis, tu sais, tu dis des fois, on n'est pas capable de savoir c'est qui notre persona. Mais au début,
on peut émettre des hypothèses, il faut juste être ouvert à venir les modifier, ces hypothèses-là, parce que peut-être qu'on se trompe finalement, puis c'est bien correct parce qu'il fallait l'essayer, sinon on l'aurait jamais su, tu sais. Exactement. C'est quand même moi, admettons, avant de partir à mon compte à 100%, si j'avais fait un premier persona, mais après, éventuellement, j'ai remarqué, OK, ben, il y a des trucs que moi, je pensais sur mon client idéal, mais que c'est pas le cas. Donc, je pense que c'est vraiment avoir cette ouverture de le mettre à jour constamment. C'est moi, mettons, ce que je dis à mes clientes, là, c'est de dire carrément, c'est imprime ton personnage. C'est littéralement, il faut que chaque décision que tu prennes dans ton entreprise, là, c'est comme si c'était un ami à dire, OK, mais qu'est-ce que Justine ou qu'est-ce que Justin dirait si je prenais ces décisions dans mon entreprise, genre. C'est là Absolument. vraiment que tu es capable de mieux comprendre. Oui, totalement. Puis aussi, on peut avoir plusieurs personas en fonction de nos différents services. Tu sais, justement, des gens qui vont venir vers nous pour nos formations, c'est pas le même type de personne que quelqu'un qui veut qu'on fasse des choses pour lui. Donc, moi, je vais créer des sites web pour les gens, mais je vais aussi leur apprendre à créer leur propre site web. Mais c'est deux personas différents. Fait que quand je parle des fois à une cible, l'autre n'écoute pas parce qu'elle ne se sent pas concernée, mais elle le voit tout de suite que le message ne s'adresse pas à eux. C'est clair dès le début, soit une infolette, ah non, OK, là, elle parle de son service de formation, puis moi, je ne veux pas suivre de formation. Pas grave, cette fois-là, ils vont juste pas regarder mes trucs, mais la fois où vraiment, dès la première phrase, je vais leur faire comprendre que c'est à eux que je parle, bien là, ils vont le savoir, puis ils vont se sentir interpellés. As-tu des exemples d'entreprises que tu suis qui font vraiment bien le storytelling? Je vais prendre l'exemple de Midway Square. Eux je trouve c'est incroyable comment ils le font, leur storytelling, parce que je vais aller voir. C'est une compagnie qui font des carrés de chocolat, genre. On peut trouver ça en épicerie. Oui, c'est ça. Oui. Okay. Et comment eux, et leur objectif, c'était de commencer à concurrencer avec les grandes marques de chocolat, donc les Hershey. Déjà, c'est un marché qui est ultra compétitif, ultra saturé. Ben oui. Et là, comment ils sont distingués, c'est vraiment, je pense qu'ils sont 3. Donc, il y a deux fondateurs, deux cofondateurs, une cofondatrice. Ils documentent chaque chose qu'ils font dans l'entreprise. Ils documentent toute leur histoire autour de leur marque. Donc, à partir de là, ils ont grandi leur following sur TikTok. Donc, et vu que les gens, ils s'intéressent vraiment aux fondateurs, ben là, quand ils viennent justement pour te présenter ces produits, puis dire, OK, voici comment mon produit, ce carré chocolat, il va t'aider à justement combattre ta faim. Il y a plein de bons carrés au chocolat. Mettons, je vais au dépanneur, il y en a plein du chocolat. Par contre, le fait que, là, bon, je sais que j'ai aussi rencontré le cofondateur à C2, là, donc peut-être je peux être biaisé. Oui et non. C'est parce que si tu n'avais pas été impressionné par leur travail, tu ne serais pas en train d'en parler. Fait que oui, de l'avoir rencontré, tant mieux, mais tu sais, c'est pas... ouais. Puis, dans le fond, là, quand tu dis qu'ils documentent tout, qu'est-ce qu'ils documentent? Est-ce qu'ils documentent des décisions d'affaires? Est-ce qu'ils documentent le développement de leurs produits? Comme, qu'est-ce qu'ils mettent de l'avant? Eux, dans leur cas, ils documentent autant leurs décisions d'affaires, ils documentent comment sont faits les produits, puis mettons comment ils vont justement amener des changements dans des recettes, ou comment ça se passe dans l'usine, la réalité du travail. Eux c'est vraiment dans l'extrême, par contre, c'est dans le sens où je pense pas que c'est tout le monde qui préfère ça. Eux, c'est carrément, parfois, je sais qu'une fois par semaine, ils font des séances avec un psychologue, parce que l'entrepreneuriat, ça, c'est aussi difficile. On se cache pas. OK. Ils vont jusque-là. Ouais, eux, ils vont très loin. Eux, c'est vraiment très loin, mais après, je dis pas pour tout le monde. Même moi, avec mes clients, je dis pas de faire ça. Par contre, je trouve qu'ils le font super bien, où je me dis, OK, il y a beaucoup de choses à apprendre d'eux. À quel point donc autant décision d'affaires, autant le processus de fabrication, autant comment justement leur réussite, autant leurs échecs aussi. Et là, ils ont dupliqué ça sur plusieurs plateformes, donc autant TikTok, LinkedIn aussi, il arrive à bien le faire. Donc, ça fait en sorte qu'on voit le gars, le fondateur, en tout cas, il a une forte personnalité, donc je peux OK, déjà là, c'est amusant à suivre, mais en plus, tu vois les deux côtés de la médaille, donc c'est ça qui fait en sorte que son produit est aussi d'autant plus intéressant. Hey, tellement. Ça me fait penser à quel point que le marketing a changé. Hein, parce que, v'là 20 ans, v'là 30 ans, on n'aurait jamais dit ça, que les gens dévoilent leur processus. Puis tout, c'était comme vraiment caché. C'était vraiment comme, on fait notre petite affaire, puis on est jaloux de nos trucs, puis on veut pas que personne le sache. Pour finalement se rendre compte que... C'est parce que, tu sais, si quelqu'un veut copier ta méthode, là, ou copier ton produit, là, il va trouver le moyen de le faire. Mais la seule affaire qu'il ne pourra pas copier, c'est ta personnalité. Fait que ça a vraiment évolué. C'est fou, hein? Quand même.
c'est fou. Et puis, il y a d'autres marques. C'est une autre marque aussi québécoise. On va dire, peut-être moi dans l'extrême, là, mettons que les gens pourraient s'inspirer, je dirais Solios, les marques de montres. OK. Attends, comment t'écris ça? Solios. Solios. OK, oui. Parce que ce que j'aime d'eux, en tout cas, mettons là, c'est une boutique en ligne. Donc, autant dans leur à propos, ils mettent de l'avant, c'est pas seulement une montre, c'est une montre à 300 $, mais une montre solaire. Et autant que possible, eux, ils s'assurent vraiment de respecter l'environnement. Sûr que c'est pas parfait, mais j'ai écouté dans des podcasts parfois le fondateur, là, les deux fondateurs, ils expliquaient justement leur processus, tout ça. Et même, je trouve, sur leur site, c'est quelque chose qu'on retrouve pas mal partout. Là. Parce que l'erreur aussi que d'autres gens, et ça c'est une erreur aussi en storytelling, c'est qu'il y en a qui vont tout expliquer dans leur à propos, tu sais, le pourquoi de la mission, le pourquoi de l'entreprise, tout leur processus. Et là, tu arrives sur les fiches produits, c'est le désert. C'est complètement vide. Puis, il n'y a plus rien. Attends, tu m'as expliqué tout un processus qui était incroyable, que genre le fondateur ou la fondatrice se déplaçait pour tester le produit, et c'est ça, mais par contre, sur ta fiche produit, où là, ma carte de crédit est sur la table, tu ne m'expliques pas, je suis comme... Ouais. Tellement, t'as tellement raison. Puis ça m'amène au sujet que je voulais qu'on parle ensemble parce que je trouve, moi, je trouve pas ça facile faire du storytelling pour des produits. Comment tu t'y prends, justement, quand tu accompagnes des gens qui ont des boutiques en ligne pour qu'ils introduisent au niveau de leur fiche produit? Tu leur fais raconter l'histoire derrière le produit, tu le mets dans la fiche produit. Est-ce que c'est aussi simple que ça ou il y a comme une démarche plus importante derrière? Moi, il y a une démarche que j'ai développée. Après, là, c'est sûr que cette démarche va changer avec le temps. Sachant que moi, ça fait pas longtemps que je suis en affaires, là, donc officiellement, c'est depuis 2022. Ça fait depuis 2020 que je fais de la consultation, mais 2022 que vraiment... Que tu as parti ton entreprise, ouais. Donc, moi, mon côté, tu sais, la première partie, bon, j'ai parlé du persona. Après, il y a tout ce qui est le Customer Journey. Customer Journey, moi, j'ai un genre de gros tableau Miro, puis pendant 1 à 2 heures avec la personne, tu sais, je pose un paquet de questions à dire. C'est quoi l'objectif du client? C'est quoi les barrières? Qu'est-ce qui fait que ton client, là, il ne serait pas prêt à acheter s'il voyait telle chose? C'est quoi les opportunités que tu manques? C'est quoi les émotions aussi qu'il a à chaque étape du parcours d'achat? Après, moi, pour compléter, ce que je vais faire dans certains cas, c'est que je vais aller, mettons, sur les Amazon, parce que surtout, les avis négatifs d'Amazon, c'est une mine d'or pour comprendre la psychologie. Oh, c'est intéressant. Mais est-ce que tu dirais que faut que tu aies dans ta même sphère d'activité à peu près, ou même si tu regardes... Ouais, il faut quand même que ça soit... même sphère d'activité. C'est sûr que là, j'ai pris Amazon, ça peut être aussi des concurrents, mais le but, c'est d'avoir des avis négatifs. C'est là où les gens sont, on va dire, à chaud. C'est là que tu es capable de comprendre, dire, OK, qu'est-ce qui embête, qu'est-ce qui tracasse ton client, là? Autant dans son expérience, c'est là que, moi, je prends ça, puis j'ai une bonne compréhension. À partir de là, une fois que là, je comprends, on va dire, la vie du client, c'est là que je pose des questions avec le ou la fondatrice, c'est-à-dire, OK, pourquoi tu es parti en affaires? C'est quoi ton processus? Et ton pourquoi, ton processus, ta mission, juste pour avoir une vie d'ensemble. À partir de là, maintenant, combien de temps de rédiger? Donc, dans certains cas, soit je peux faire la rédaction ou parfois je vais faire un gabarit à dire, OK, voici ce qu'on doit retrouver dans tes fiches produits. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est je vais aller m'inspirer de la compétition, à voir c'est quoi la structure, parce que c'est sûr que je ne connais pas tout non plus. Ça, mettons, pour toutes les industries, les vêtements pour femmes. Non, c'est sûr. Moi, dans mon cas, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé regarder, OK, c'est qui les meilleurs dans l'industrie, puis après, voir c'est quoi la structure générale. À partir de là, moi, ce que j'aime bien faire, mettons, j'ai une cliente, justement, moi, ce que je lui ai dit, elle vend des vêtements vintage. Donc, pour les gens qui sont plus nostalgiques, moi, ce que je lui dis, c'est d'abord, OK, explique c'est quoi la référence dans un premier temps. 2, explique comment, justement, ce vêtement va l'aider dans son quotidien. Donc, comment elle va se sentir confortable, comment elle va pour impressionner ses amis. Donc, c'est vraiment que la cliente se sente, on va dire, confortable, qu'elle se sente bien. Ensuite, explique comment l'agencer, parce que souvent, quand on avait fait le parcours d'achat, c'est à se dire, ben, OK, comment tu agences tes vêtements vintage? Ouais. Ça, les gens ne le savent pas. Puis finalement, avec des éléments rassurants. Donc là, tu sais, la partie, on va dire, plus technique, où tu dis, tu sais, les dimensions, en quel matériau c'est fait. Ouais. Si dans certains cas, là, c'est sûr que si, admettons, ça a été imprimé à Montréal, ben là, justement, tu peux le dire, ben, ça a été imprimé avec amour avec Montréal, ça a été dessiné à la main, le design a été fait à la main par une designer. Donc, tout ça, c'est là que, plutôt que juste partir de crewneck rose avec une référence vintage, ben là, t'expliques tout ça. Donc, d'un point de vue, on va dire SEO,
C'est sûr que là, Ouais. tu as plus de texte, là, tu intègres aussi les différents mots-clés. Oui, De absolument. l'autre côté, partie storytelling, ben là, tu es capable d'arriver à quelque chose qui soit quand même beaucoup plus intéressant. Les gens vont dire ça, OK, c'est intéressant à lire. Google, tu as plus de chances d'être référé. Donc, c'est là que justement, tu offres une expérience et tu as plus de chances d'être retrouvé aussi sur le web. C'est ça, c'est comme une pierre deux coups finalement. Ça me fait penser à la boutique 1861. C'est une boutique, je vais le mettre là, c'est une boutique justement qui vend c'est beaucoup des robes de bal, robes de mariée, et ils ont vraiment un super bon storytelling. J'en ai pris au hasard, là, la robe Eneka. Je viens de mettre le lien. Ça dit « Exprimez votre côté chic et raffiné le jour J, venu grâce à cette magnifique robe midi en tulle. Sa jupe volumineuse suivra gracieusement vos pas, tandis que son col, ainsi que nanana, le dos ouvert. » On décrit vraiment la robe. Ensuite, on voit les détails, donc la texture, la transparence, la couleur, la composition, donc 100% polyester, l'entretien, hein, super important, l'entretien d'une robe de mariée. Puis aussi, il y a même les conditions de remboursement. Donc, tu n'as pas à aller les chercher dans un endroit obscur dans le site, tu les as tout de suite en dessous. Puis, ça parle de les frais de livraison, il y a une FAQ, puis en dessous, quand tu parlais de comment agencer, il y a des accessoires. Fait que dans le fond, ils mettent les accessoires, donc les chaussures, genre un truc pour les cheveux, puis une espèce de voile que tu peux ajouter à ta commande qui fit avec la robe en question. Fait que t'as tout au même endroit, finalement. T'as pas besoin de te promener dans le site pour avoir de l'info. Moi, ça me fait toujours capoter une affaire que je comprends pas, là, quand c'est des meubles. Il me semble que l'affaire la plus importante, c'est les dimensions. T'sais, si tu achètes en ligne un meuble, il faut absolument que tu aies les dimensions comme ça. Moi, si c'est, faut que je clique, que ça m'amène vers un truc, ou même les vêtements, là, les tailles, puis que tu arrives là, puis tu comprends rien, puis tu es comme, moi, je quitte le site. Moi, je suis comme, fini. Non, ça marche juste pas, là. C'est pas vrai. Je vais acheter un meuble, je vais acheter un vêtement, que la taille est importante. C'est pas juste un carnet de notes, là. Il faut que j'ai un choix à faire. Non, il faut absolument que ça soit clair, sinon je m'en vais. Oublie ça. Absolument d'accord. Puis je pense que là-dessus, il y a aussi une autre partie qu'on peut avec le storytelling, c'est dans les photos et vidéos produits. Oui. Aussi. Parce que ça, admettons, là-dessus, en tout ce qui est en photographie, moi, je suis pas un expert là-dedans. Moi, pour mettre en contexte, en 2017, j'avais acheté l'appareil photo d'un ami, là, donc c'est plus... au début, je ferais des photos de tout et de rien. Parfois, j'en ai fait aussi en entreprise, quand je travaillais, puis aussi dans des stages. Puis, moi, c'est une petite méthodologie que j'aime bien donner aux clients. Mettons, je vais prendre pour le vêtement, c'est toujours voir, c'est 1 à 3 photos de ton vêtement sous plusieurs angles. Déjà pour que la personne puisse le voir puisqu'elle ne peut pas le toucher. Ouais. Le deuxième truc, et c'est là, je pense, c'est l'opportunité que beaucoup de marques manquent, c'est les photos lifestyle. Parce que, tu sais, on s'entend, la visualisation, c'est ce qui est le plus important. Il faut que la personne puisse se visualiser justement avec, OK, voici à quoi je ressemblerais lorsque je marcherai, admettons, avec cette robe gracieuse. Donc, admettons, si je prends la robe Eneka, là, je la vois, mais tu sais, oui, à la photo, on voit la robe, mais on voit aussi à quoi elle ressemble de dos, à quoi elle ressemble de face, comme ça, justement, dire, OK, ben, quand j'arriverai, je sais pas moi, dans le gala, ben là, les gens vont me regarder, on va dire, ah, wow, OK, le dos est bien fait, le devant aussi, c'est incroyable. Donc, moi, ce que j'aime bien dire, c'est dans certains cas, si dans tes photos, tu peux aussi planifier genre une sorte d'histoire OK, ben, tu arrives dans le gala, voici à quoi tu ressemblerais quand tu tournes de dos, des choses comme ça. Là, c'est sûr qu'il faut que ce soit planifié. Donc, c'est pas tout le monde... oui, mais non, c'est sûr. Mais tu sais, le marketing de manière générale, tu peux peut-être pas faire tous tes produits comme ça du jour au lendemain, mais tes plus gros vendeurs, tes produits les plus importants dans ton entreprise, mais oui, il faut que tu le prévois, il faut que tu fasses un show de photos, il faut peut-être même de la vidéo, tu sais, si tu veux montrer la légèreté de la robe et tout ça, ben tu sais, oui, de le montrer, ça, c'est sûr, c'est super important. Axe Notoriété, Marie-Lou est avec nous, puis elle dit les avis. Hein, les avis sont tellement une belle opportunité d'amélioration parce que Marie-Lou est experte en fiches Google de mon entreprise. Puis Manon, tu dis, c'est vrai qu'en vous écoutant l'entretien des textiles, ne pas l'avoir sur le site peut freiner une vente. Ben oui, parce que tu veux savoir, parce que
c'est tellement ça, tu achètes une histoire, tu achètes quelque chose que tu vas vivre, tu vas porter, que tu vas laver, que tu vas entretenir, que tu vas vouloir prendre soin de cet objet-là ou de cette robe-là, ou même, tu sais, une robe de mariée, souvent, tu la portes juste une fois, hein, habituellement. Fait qu'après, tu la revends. Moi, j'ai revendu ma robe de mariée, fait que je voulais qu'elle soit bien entretenue, je voulais qu'elle soit bien lavée, je voulais pas, tu sais, vendre une robe qui est abîmée. Fait que, ouais, vraiment. Elle dit, je me fais cette réflexion parce que je suis artisane, créatrice et je travaille sur du tissu. Ben, totalement, hein? Vraiment, t'es enlignée, Manon, à 100%. Je vais te partager mon écran, Thierry. Je vais te montrer, je ne sais pas si tu vas pouvoir le voir. Ça, c'est une fiche de Ikea. Et j'ai acheté... Est-ce que tu vois mon écran? Ouais, là, je vois bien ton écran. OK. Ça, j'ai acheté cette chaise-là, moi, pendant la pandémie, justement, quand il y avait quasiment une pénurie de chaises, là, tu sais, tout le monde s'achetait de l'équipement de bureau. Puis j'ai tellement trippé, ben, tu sais, Ikea, c'est un des plus gros, là, mais il y avait une vidéo. On voit la fille en train... Puis tu sais, ça coûte pas cher, là, je veux dire, elle est sur fond blanc, c'est pas trop compliqué à filmer, sauf ça prend une bonne caméra. Mais là, tu vois la fille, comment qu'elle ajuste la chaise, quand elle est debout à côté de la chaise. Vraiment, là, c'est cette vidéo-là qui m'a fait acheter. Parce que j'avais peur, je trouvais que je trouvais que la chaise était très haute. Fait que je me disais, la tête, me semble, ça va être... c'est la chaise que j'ai en passant présentement. Fait que j'étais comme pas sûre, puis finalement, la vidéo m'a complètement fait... Et là, ça ici, les dimensions, tellement important. Et des photos lifestyle, comme tu disais, où là, on voit vraiment dans l'environnement de quoi ça a l'air. Puis en plus, ben là, ils montrent tous leurs autres produits Ikea. Fait que finalement, t'achètes une chaise, mais t'achètes le bureau. Le bureau complet, la lampe, les tablettes, puis tout. Là, donc, Ikea, mettons, qui réussissent très, très bien cet aspect-là. Je ne sais pas au niveau du texte, par contre. Je pense pas qu'il y a pas vraiment... Ben, tu sais, c'est pas du storytelling, là. Mettons, c'est plus une description, le détail du produit. Je pense qu'ils font moins de storytelling. Mais, peut-être. Regarde l'histoire ici. Quand même. OK, ici. Ouais. Je sais pas si ça dit quoi, là, mais regarde, tu sais, au bureau à la maison, nous passons une grande partie de notre journée assis derrière notre bureau. Il est donc essentiel que notre santé, notre bien-être. Tu sais, quand même. Non, il... OK, oui, non, ils ont il y a du stock. Il y a du stock. Ouais. Ouais. Le polyester, donc tout. Puis, qu'est-ce que les autres personnes ont acheté également. Donc ça, c'est ça. Hein? C'est le genre de recommandations que tu fais à tes clients. Absolument. Puis surtout pour la vidéo, moi, ce que j'aime bien dire, c'est autant la vidéo qui montre comment utiliser le produit, mais il y a aussi tout ce qui est l'expérience de déballage du produit. Parce que c'est un truc j'ai remarqué ça, c'est une quelqu'un qui me l'a fait remarquer récemment, parce que moi, mettons, dans mon Customer Journey, plutôt, autant, tu sais, il y a tout l'aspect, on va dire, notoriété, considération, l'achat, puis j'ai l'aspect, je dis, onboarding. Donc, quand la personne a le produit, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui m'ont dit, ben, tu sais, il y en a qui ont tous une expérience de déballage complet, genre. Tu sais, me dire, ben, moi, par exemple, j'ai des sacs compostables, il y a une petite carte spécialisée, puis je suis comme, ben, si tu es capable, justement, en vidéo, de montrer à quoi ça ressemble cette expérience de déballage. Tellement. C'est là que tu as une opportunité OK, il y a la visualisation où je vois que voici le produit sous plusieurs angles, les dimensions du produit, à quoi je ressemblerai avec le produit, mais à quoi ça va ressembler quand je vais recevoir aussi le produit. Et le truc de la vidéo, c'est sûr que là, on a vu Ikea qui est une grande marque, donc c'est sûr qu'eux, ils ont des grands moyens. Ils ont le budget. C'est pas un problème. Maintenant, on se cache pas avec des iPhones, des choses comme ça. C'est pas mal plus facile. Surtout là, pour ceux qui ont des plus petits produits, faire des courtes vidéos, 30 secondes, c'est relativement, je dis entre guillemets, relativement simple. Il faut le planifier, mais c'est pas si compliqué que ça. Ouais. Sinon, à Montréal, je sais qu'il y a une marque qui s'appelle UGC Shop. Je vais mettre ça dans le chat. UGC Shop. Qui, lui, se spécialise justement dans la création de UGC. Donc, tu peux demander à des créateurs de contenu, littéralement. Ah oui, de faire ton... Je vais essayer de le mettre dans les commentaires. Ouais, t'es-tu capable dans StreamYard? Non, je ne savais pas. Non? Sinon, tu peux me l'envoyer dans Instagram, je l'ai ouvert. Je les envoie dans Instagram. Donc, c'est une marque montréalaise qui, eux, je sais qu'ils font beaucoup de UGC. Donc, c'est pour quelques centaines de dollars. Moi, ce que je vous recommande, c'est sûr d'être vraiment très
très explicite à mettre dans vos demandes. C'est sûr, c'est sûr que des créateurs de contenu plus expérimentés, ils savent comment faire une belle expérience de déballage bien filmée en vidéo. Mais si vous faites affaire avec des créateurs de contenu moins expérimentés, ça se peut que le rendu final ressemble à moins ce que vous vouliez. Donc là-dessus, soyez quand même le plus... Faut tester aussi, tu sais, les gens avec qui on travaille, veut pas, on l'essaye, puis quand on aime, on adopte. Atelier AG qui vient de commenter, eux autres, ils font des meubles muraux magnifiques, j'adore. Moi, j'aime tellement ça, le bois naturel comme ça. Ce que vous faites, c'est super beau. Puis ça, je pense que vous seriez, je vais mettre le lien, là, vous seriez vraiment... vous devriez, en fait, faire du storytelling parce que vos produits, c'est sûr qu'il y a une histoire derrière. Il y a une histoire de création, mais il y a une histoire pour la personne qui va acheter, là. T'sais, on voit pour mettre des bouteilles d'alcool, pour mettre des verres à vin. C'est vraiment, c'est sûr qu'il y a du beau storytelling à faire. Fait que j'ai mis le lien. En terminant, Thierry, c'est quoi le conseil ultime que tu donnerais pour ceux qui veulent se lancer, mais qui ne savent comme pas par où le prendre? Ça serait quoi la première étape? Moi, je vais aller avec... Première étape, on a parlé du persona. Donc ça, prenez le temps de le faire. Mettez-vous avec... si vous êtes seul en entreprise, ben là, faites vos recherches par vous-même. Si ce n'est pas le cas, si vous avez une équipe, ben, asseyez-vous, demandez à tous les membres de votre équipe de compter le persona. Deuxième étape, c'est de faire ce qu'on appelle le Customer Journey. Donc, Customer Journey, c'est le parcours d'achat client. Allez sur Google, il y a plusieurs modèles que vous pouvez prendre. Soit vous travaillez sur un Miro, soit vous pouvez même carrément prendre si vous avez des bureaux physiques, là, carrément, faites ça sur un papier avec des stickers pour vraiment dire, OK, c'est quoi le parcours d'achat? Parce que quand on le fait, c'est là qu'on se rend compte de toutes les opportunités d'affaires manquées. Troisième truc, moi, j'ai ce qu'on appelle le Story Brand Script. Moi, c'est ma façon de créer les histoires. Oui, tu m'en avais parlé, vas-y. De Donald Miller. Donc, c'est sûr qu'en storytelling, il y a plusieurs modèles qui existent. C'est pas le seul. Moi, c'est mon préféré. C'est celui que je trouve plus simple et qui est appliqué pour les business. Donc, comment je fais d'abord, je pars toujours de c'est qui ton client. Donc, le héros de l'histoire, c'est toujours ton client. Donc, moi, je le prends à dire, OK, c'est qui le client. Troisième, c'est qui le vilain de l'histoire. Donc là, à savoir, ben, OK, je vais prendre l'exemple quand je travaillais chez Groupe Bellon Prestige, entreprise d'auvent. Ben, c'était des auvents, donc c'est des structures de toile pour se couvrir de la pluie, là, juste pour mettre en contexte. Ben, le vilain de l'histoire, par exemple, c'était les intempéries de la vie. Parce qu'on disait, ben, s'il pleut, ben, OK, là, ça te gâche des moments avec ta famille. Aussi, on vendait des abris d'hiver. Donc là, on dit, ben, s'il neige, ben, ça veut dire que là, tu perds de l'énergie, tu arrives au travail fatigué, puis en plus, ça se peut que tu glisses dans ton entrée, puis que tu te casses. Tu te blesses. Ouais, carrément. Ouais. Donc, à partir de là, moi, après, je vais décortiquer ça en 3 types de problèmes. Donc, le problème qui est le problème principal, donc, c'est-à-dire qu'est-ce que ça mène dans ta vie. Problème psychologique, donc, c'est quoi les émotions que ça ressort. Donc, c'est là, justement, l'importance d'avoir fait le Customer Journey avant. Parce que c'est là que j'ai déjà ressorti les émotions. Donc, là, je vais juste intégrer ça dans le Story Brand. Puis ensuite, d'un point de vue plus philosophique, pourquoi c'est important de régler ça. Qu'est-ce qui arrive s'il ne règle pas le problème? Donc là, si, admettons, je reprends l'exemple des auvents, là, quand je travaille chez Bellon, ben, c'est-à-dire, si ton client ne règle pas son problème, ben là, ça se peut qu'il manque des moments avec ses enfants parce que, justement, ben, tu ne peux pas profiter de ta terrasse. C'est aussi le fait que là, ben, tu as investi des milliers de dollars pour avoir une belle maison, tu as travaillé fort, ben, tu ne peux pas profiter parce que ben, c'est mère nature. Donc, philosophiquement, tu te dis, ben, OK, tu as travaillé fort toute ta vie pour avoir ce que tu es, ben, tu devrais justement pour en profiter, avoir, mettons, l'auvent sur mesure, ça te permettrait d'en profiter pleinement. Exactement. À partir de là, c'est là qu'on met l'appel à l'action. Donc, à dire, c'est quoi... Non, excuse-moi, c'est là que tu te présentes toi comme le guide. Excuse-moi, le guide de l'histoire. Donc là, moi, je le décortique en 2 points. Donc, le premier, c'est vraiment l'aspect comment tu établis ton autorité. Donc, à dire, OK, ben là, depuis quand tu es en affaires, est-ce que tu as reçu des prix, des mentions, des choses qui font en sorte que tu es vraiment la meilleure personne pour le guider. Puis la partie empathique. Donc, c'est là que, admettons, pour ceux qui sont solopreneurs, infopreneurs, ben, tu peux dire, ben, OK, moi, par exemple, j'ai vécu une situation qui était similaire à la tienne. C'est là que ça va justement créer ce lien, cette relation-là. Donc, admettons que ce soit en commerce en ligne, ben, c'est à se dire,
si le ou la fondatrice, justement, a une histoire qui est similaire, à dire que moi, j'ai vécu telle chose, donc j'ai sorti cette solution-là, ben, c'est vrai que tu es capable de faire preuve d'empathie, puis en plus, tu mélanges ça avec l'autorité à dire, ben, OK, j'ai vécu la même histoire que toi, mais en plus de ça, moi, j'ai gagné plusieurs prix grâce à mon produit. Ben là, t'es quand même, là, tu fais preuve de crédibilité. On va dire, OK, tu me comprends, et en plus, tu as les preuves que tu es bon. Donc là, je suis prêt à Je aller de suis l'avant. prêt à aller de l'avant. Ouais. Puis tu sais, des fois, il y a des clients qui disent ouais, mais j'ai jamais gagné de prix, j'ai jamais. Ben, va falloir que tu te mettes de l'avant, va falloir que tu ailles chercher cette crédibilité-là, parce que peut-être que si ça fait 10 ans que tu travailles, mais dans l'ombre, puis que tu t'es jamais exposé, ben là, il va falloir que tu t'exposes. Fait que cet aspect-là de dire on dit de moi que je suis nanana, parce qu'il faut aussi que les autres le disent. Ça, si t'es le seul à dire que t'es formidable, puis que tout le monde dit que non, c'est pas ça du tout, ça va pas bien. Fait que Fait que des fois, il y a un petit travail aussi au niveau du client d'aller asseoir son autorité, même si elle existe, si elle est invisible, il y a juste lui qui le sait, ça ne fonctionnera pas. Donc, tu sais, si justement tu dis, ben, j'enseigne tel truc, tu sais, moi, c'est sûr, le fait que j'enseigne à l'UQAM depuis 10 ans, ça m'aide énormément parce que c'est sûr que si je dis, ben, tu sais, on m'engage à l'université, ça doit être parce que je fais quand même une pas pire job, tu sais, mais c'est pas nécessairement tout le monde qui a cette chance-là, ben, va chercher les opportunités. Il y a plein de façons de te présenter, d'aller dans des conférences, de soumettre des conférences pour être speaker, crée des événements en ligne. Tu sais, je pense à Alexandra Martel avec le FWCC. Crée des choses pour qu'on te voie, que tu sois exposé, ta crédibilité, elle va venir après comme ça. Tu sais. Mais Exactement. il faut le faire. Il y a ce travail, effectivement, de se mettre de l'avant. Je pense à un client, j'ai un client justement avec qui, au début, lui, je faisais que purement le SEO. En fait, je faisais juste la rédaction. C'est avant je faisais comme purement rédaction SEO. Puis quand je commençais à lui poser des questions sur son histoire, donc, juste pour mettre en contexte, il vend des vêtements de travail. Il n'a pas gagné de prix. Par contre, dans son cas, ça fait 30 ans qu'il travaillait avant dans l'industrie. Donc, plus tard, je lui avais proposé de faire sa rédaction de sa séquence de bienvenue. Puis je dis, OK, tu n'as pas gagné de prix. Par contre, le fait que tu aies travaillé 30 ans dans l'industrie, que lui-même, admettons, il vend des vêtements de travail, donc il vend aussi une certaine sécurité à ses clients, ben, dire, OK, ben, toi-même, tu sais ce que c'est de se blesser au travail, tu sais aussi c'est quoi les bonnes pratiques. Ouais. Ça, c'est le genre de truc que tu mets de l'avant. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore nécessairement de prix, de reconnaissance, dans certains cas, regardez donc les réalisations, les petites réalisations que tu as fait au travail. Ouais. Même si personne t'a remis une médaille pour ça, ben, parfois, ça fait en sorte que tu es vraiment capable de dire, ben, je suis passé par la même chose que toi, mais en plus, vu que j'ai déjà établi des solutions, même si tu n'as pas la médaille pour le dire, ça peut aussi un peu t'aider à établir un peu ta crédibilité dans ton industrie. Absolument, absolument, totalement. C'est tellement pertinent, puis je pense qu'on n'en parlera jamais assez. Il y a aussi tout l'aspect de la voix unique qu'on n'a pas traité, mais qui est hyper importante parce que c'est sûr qu'il faut qu'on te reconnaisse comme entreprise quand tu prends la parole. J'en avais parlé avec Julie Terrien précédemment, mais je sais que tu as aussi t'as ça dans ton offre de service. Puis justement, comment on peut te contacter? Comment on peut te rejoindre, Thierry? Je sais que tu es très actif sur LinkedIn. Je vais mettre ton lien LinkedIn en dessous. Un petit peu plus haut dans la conversation, quand tu as parlé de TikTok tantôt, j'ai mis ton compte TikTok. Et également, tu es sur Instagram. Je vais mettre ton lien Instagram aussi. Donc ça, c'est les plateformes où on peut te rejoindre le plus facilement, hein, c'est ça? Oui, contactez-moi sur LinkedIn. C'est là où je suis vraiment le plus actif comme tel. Donc, contactez-moi sur LinkedIn, puis ça va faire plaisir de voir justement comment vous aider à intégrer, autant vous aider sur la partie stratégie, mais aussi la partie voir comment mettre de l'avant cette histoire, que mettre de l'avant votre mini caché, là, ce que vous cachez depuis trop longtemps, mais dire qu'on peut mettre ça de l'avant pour... On va le faire shiner. Oui, absolument. Hey, merci, c'était vraiment, vraiment super intéressant. J'ai même pris des notes
pour moi, pour mes trucs à moi. Fait que merci beaucoup. Merci tout le monde d'avoir été là. Si vous regardez en rediffusion, vous vous gênez pas pour commenter. Puis s'il y a des questions directement à Thierry, je vais lui transférer. Je suis pas mal sûre que ça va te faire plaisir d'y répondre. Et à tout le monde, je vous souhaite un très, très bon week-end. On se revoit la semaine prochaine. Je vais juste aller voir c'est qui je reçois la semaine prochaine. Stéphanie Gélina, qui est copywriter. Fait qu'on va sûrement continuer pas mal dans la même veine, Thierry, qu'on a faite aujourd'hui. Donc, bon week-end tout le monde, puis à très bientôt. Bye!